Bonsoir à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle édition environnementale. Voici les titres. Le ministère togolais de l'Environnement, en collaboration avec la FAO, a récemment lancé à Kpalimé 2 projets destinés à restaurer les paysages dégradés du pays. Le but est d'améliorer la résilience des communautés locales à travers des activités génératrices de revenus et de retrouver l'équilibre environnemental du pays. Après la région centrale, c'est au tour de la région de la Kara d'être récompensée pour ses efforts en matière de reboisement. 3 meilleurs reboiseurs de la région ont été récompensés jeudi dernier lors d'une cérémonie de remise de prix de la 3e édition du concours Ambition décennale de reboisement. Et puis les autorités burkinabées ont récemment approuvé 2 nouveaux projets d'aménagement des autoroutes et chemins de fer des pays membres de l'AES, des projets essentiels pour stimuler le commerce et le tourisme de ces régions. C'est tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bienvenue. La FAO s'engage à accompagner le gouvernement togolais dans ses efforts de restauration des paysages forestiers. À cet effet, 2 projets majeurs ont été lancés mardi dernier à Kpalimé en vue de restaurer les paysages dégradés et d'offrir aux communautés locales des opportunités de revenus durables grâce à la gestion des ressources naturelles. Suivons. Face à la dégradation accélérée des forêts et la perte de la biodiversité, le Togo et la FAO intensifient leurs efforts pour restaurer les paysages forestiers du pays. Ils ont procédé mardi dernier à Kpalimé au lancement de 2 grands projets qui seront mis en œuvre dans la région des plateaux, une zone clé pour la biodiversité et l'économie locale. Le premier concerne la zone montagneuse subhumide du Togo, et le second porte sur un accès au financement et à l'assistance technique pour les petits producteurs et entreprises forestières et agricoles. L'objectif est de restaurer les paysages dégradés tout en offrant aux communautés locales des opportunités de revenus durables grâce à la gestion des ressources naturelles. Selon le chargé du bureau de la FAO Togo, Dr Diwa Oyotunde, ces projets répondent à une double ambition, celui d'inverser la dégradation rapide des forêts et d'améliorer les conditions de vie des communautés locales. La région des plateaux a été choisie en raison du niveau avancé de dégradation de son couvert végétal, bien qu'elle conserve encore les îlots de forêt denses et humides. Conçue pour la production de café, de cacao, d'épices et de fruits, cette région est essentielle à l'économie agricole du pays. La collaboration avec des acteurs locaux, régionaux et internationaux est au cœur de ces projets. Une attention particulière est portée à la connectivité des écosystèmes transfrontaliers entre le Togo et le Ghana pour une gestion concertée des ressources forestières. Pour rappel, le Togo s'est fixé des objectifs ambitieux pour lutter contre la déforestation et restaurer ses ressources naturelles. Le pays va atteindre un taux de couverture forestière de 26% d'ici 2030, reboiser 1 milliard de plants sur une décennie et restaurer 1,4 million de terres dégradées. Le 23 janvier s'est tenue la cérémonie de remise de prix de la 3e édition du concours Ambition décennale de reboisement. À cette occasion, les 3 meilleurs reboiseurs de la région de la Kara ont été récompensés pour leur travail acharné. Le compte rendu avec Léonce Sago. 3 meilleurs reboiseurs de la région de la Kara ont été primés le jeudi 23 janvier 2025. La récompense a eu lieu à Kara au cours de la cérémonie de remise de prix de la 3e édition du concours Ambition décennale de reboisement. Placé sous l'égide du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières, l'objectif de cette initiative est de reconnaître et d'encourager les efforts des citoyens qui se sont engagés dans la réalisation de l'ambition de reboiser 1 milliard d'arbres d'ici 2030 et d'atteindre une couverture forestière de 25% d'ici fin 2025. L'événement veut également motiver davantage les lauréats et à inciter d'autres à suivre leur pas. Pour cette édition, ils étaient 21 à concourir, soit les 3 meilleurs reboiseurs par préfecture.
Ils ont été évalués par un jury composé des chefs des postes forestiers, de directeurs préfectoraux et du directeur régional de l'environnement, le lieutenant-colonel Akunda Bada. Cette troisième édition, l'année de base était 2022. Il y a l'âge aussi de la plantation. La plantation doit avoir au moins 2 ans. Après ça, il faut qu'on voit les entretiens effectués. Après ça, il faut la densité, le nombre de plants à l'hectare. On voit maintenant dans l'ensemble quelle est l'évolution de cette plantation. Après évaluation, le révérend père Kanyunda Augustin de la préfecture de la Kosa a été reconnu comme meilleur reboiseur et remporte un chèque d'1 million de francs CFA, un trophée et des gadgets. Nous savons que les arbres sont un élément très important dans la vie de l'être humain. Nous en avons besoin parce que les arbres régulent le climat, mais nous avons besoin des arbres pour notre utilisation quotidienne, les meubles dans nos maisons, pour l'énergie, le charbon, le bois, etc. Voilà pourquoi nous devons planter, et planter plus que nous en servons. C'est pour cela que je suis très content de ce programme du gouvernement et de ces prix qui nous encouragent à planter parce que c'est dans l'intérêt de nous tous. Le colonel Jean-Farier Bonfo de la préfecture de Bassar est deuxième avec un chèque de 700 000 francs CFA reçus en plus des gadgets. Le troisième rang est occupé par M. Baremna Patrick de Goufelgou, récompensé à hauteur de 500 000 francs CFA. La représentante du ministre de l'Environnement, Mme Atutornou Ama, directrice des ressources forestières, a remercié le chef de l'État pour l'instauration de cette campagne nationale de reboisement. Nous avons constaté que, avec cette initiative et tout ce que nous faisons comme sensibilisation dans toutes les régions, il y a une amélioration du record de reboisement d'année en année. Nous sommes partis avec le lancement de l'ambition en 2021 avec 3 300 000 plants qui ont été mis en terre et pendant la campagne 2024, nous sommes retrouvés à plus de 9 millions de plants, ce qui veut dire que tout ce que nous faisons comme sensibilisation, y compris l'octroi de prix aux meilleurs reboiseurs, ont porté leurs fruits. Une opération symbolique de mise en terre des plants a eu lieu le long de la voie de l'hôtel Étoile de la Kosa pour marquer cette troisième édition du concours Ambition décennale de reboisement dans la région de la Kara. Avec un ambitieux objectif de fournir un accès universel à l'électricité d'ici 2030, le gouvernement togolais intensifie ses efforts avec la construction de nouvelles centrales et le développement des énergies renouvelables. Malgré ces avancées, le pays fait face à d'importants défis énergétiques, notamment un accès durable à l'énergie sur toute l'étendue du territoire. Le commentaire est signé Honoré Kata. Le Togo multiplie les initiatives pour répondre à la demande croissante en énergie avec un taux d'électrification atteignant 70% et des projets phares comme les centrales thermiques de Concho Global et Kekeli Efficient Power. La transition énergétique s'appuie sur des infrastructures solaires innovantes telles que la centrale de Blita et des projets en cours à Kara, Dapaon et Sokoudé, affirmant la volonté de diversifier les sources et d'améliorer l'autosuffisance énergétique. Cependant, des défis persistent, notamment les pertes techniques et commerciales du réseau qui atteignent 37% et le coût élevé des équipements solaires pour les ménages défavorisés. Ces contraintes freinent l'accès équitable à l'énergie et la rentabilité du système énergétique national. Pour pallier ces limites, le Togo mise sur des partenariats stratégiques axés sur le développement des énergies renouvelables et le stockage d'énergie. Ces alliances, combinées au programme d'électrification rurale et aux initiatives comme le Fonds Tenga, offrent des solutions concrètes pour réduire les inégalités énergétiques. Avec une vision claire et des projets structurants, le Togo place le secteur énergétique au cœur de son développement durable. Toutefois, pour concrétiser ces ambitions, des investissements accrus et une gestion rigoureuse des infrastructures seront indispensables. La ville de Dar es Salaam en Tanzanie accueille depuis hier le premier sommet africain de l'énergie. Organisé par le groupe de la Banque mondiale en collaboration avec le groupe de la Banque africaine de développement, cet événement de 2 jours vise à offrir un accès à l'électricité à plus de 3 millions d'Africains d'ici 2030. Les précisions dans ce commentaire. Dans le cadre d'une démarche ambitieuse pour résoudre la crise énergétique en Afrique,
le groupe de la Banque mondiale, en partenariat avec le groupe de la Banque africaine de développement, a organisé les 27 et 28 janvier le premier sommet africain de l'énergie à Dar es Salaam en Tanzanie. Cet événement rassemble 13 chefs d'État africains, des partenaires internationaux, des organisations philanthropiques et des dirigeants du secteur privé afin de concrétiser cette mission qui s'inscrit dans un cadre de transition énergétique propre et inclusive. L'objectif est de renforcer l'accès à l'énergie tout en réduisant la dépendance aux sources d'énergie polluantes et en soutenant la croissance économique du continent. Selon Franz Dresgross, directeur régional pour l'infrastructure en Afrique de l'Ouest et centrale à la Banque mondiale, la mission 300 ne représente pas seulement un objectif ambitieux, c'est un mouvement qui permettra de créer un impact durable pour l'Afrique en permettant à des millions de personnes d'accéder aux services essentiels fournis par l'électricité. Lancé en avril 2024 par les deux grandes institutions financières en collaboration avec des partenaires mondiaux, ce projet vise à combler le déficit d'accès à l'électricité qui touche encore près de 600 millions d'Africains, représentant ainsi 83% de la population mondiale sans accès à l'électricité. Le sommet sera également l'occasion de présenter des initiatives concrètes pour stimuler la mobilisation des ressources nationales et encourager le commerce transfrontalier dont le but de répartir les risques et de renforcer le financement de l'accès à l'énergie. Le financement privé sera encouragé avec des engagements déjà pris par l'Alliance mondiale pour l'énergie au service des populations et de la planète. Pour rappel, le programme Mission 300 inclut à la fois le développement des réseaux électriques traditionnels et des solutions innovantes hors réseau pour atteindre les communautés éloignées. L'initiative favorisera des modèles de financement durable et s'attaquera à des défis cruciaux tels que la disparité monétaire dans le financement des projets. Avec plus de 1000 participants attendus, ce sommet marquera un tournant majeur dans la quête de l'Afrique pour un accès universel à l'électricité, en posant les bases d'un avenir énergétique durable et équitable pour le continent. Le gouvernement burkinabé a approuvé de nouveaux projets de construction d'autoroutes et de chemins de fer reliant les pays membres de l'Alliance des États du Sahel. Ces projets permettront entre autres de faciliter les échanges économiques, de renforcer la coopération et de stimuler le commerce, le tourisme et les investissements. Rafitou Mberikou. Le Burkina Faso, au cours d'une rencontre entre les pays membres de l'Alliance des États du Sahel, a pris des décisions stratégiques visant à favoriser la mobilité entre ces pays. Il s'agit de la validation des projets d'interconnexion entre les capitales de ces régions. En pratique, il sera construit un corridor entre Bamako, Ouagadougou et Niamey et une ligne ferroviaire entre Bamako, Niamey et Lomé. Ces projets d'envergure consistent à renforcer la coopération entre ces pays et faciliter leurs échanges. Ils permettront également de stimuler le commerce, le tourisme et l'investissement. Pour mener à bien ces projets, il est prévu la création d'une banque régionale d'investissement. L'institution financière permettra de financer convenablement ces projets d'infrastructure à grande échelle. En outre, ces projets futurs auront un impact positif considérable sur le développement économique et sur l'intégration régionale. Les entreprises locales africaines développent de nouvelles stratégies en vue de lutter contre la pollution de la fast fashion. C'est le cas d'une entreprise sociale kenyane qui veut réduire l'impact environnemental des déchets textiles. Léonce Sabo. Le Kenya importe environ 200 000 tonnes de textiles de seconde main chaque année, avec une grande partie qui finit dans les décharges. Ces textiles prennent des années pour se décomposer, générant du méthane, un gaz à effet de serre. Ils libèrent aussi des produits chimiques et des colorants toxiques dans le sol et dans les eaux souterraines. Le groupe d'entreprises sociales Africa Collect Textile ACT intervient dans le recyclage des vêtements de moindre qualité qui sont jetés et les transforme en produits désirables.
Cette pratique devient de plus en plus répandue dans des pays comme le Kenya, où l'entreprise emploie des femmes dans une usine de Nairobi pour créer de nouveaux produits à partir de déchets de mode. Opérant à la fois au Kenya et au Nigeria, la CT affirme que le problème vient du manque d'infrastructures nécessaires à l'élimination des déchets textiles de manière respectueuse de l'environnement. L'entreprise a installé des bacs de collecte dans les centres commerciaux et les universités où les gens peuvent jeter leurs vieux vêtements. Ils sont ensuite collectés et triés dans l'atelier en fonction de leur qualité. Lorsqu'un proche ou un enfant a porté des vêtements, ils vont toujours trouver un moyen de s'en débarrasser et cela finit dans les décharges. Et lorsque ces vêtements arrivent dans les décharges, ils sont soit brûlés pour réduire leur volume, soit laissés pour se décomposer. Certains des vêtements produits actuellement mettent près de 200 ans à se décomposer. La solution que nous proposons est une solution zéro déchet à faible émission de carbone, mais elle lance également un écosystème circulaire pour le textile dans le monde. Les produits finis sont vendus à la galerie artisanale de Nairobi, qui est cofondée par Krista Victoria Meta. C'est un magasin haut de gamme qui est situé l'un des marchés animés. Quand mes clients sont dans le magasin et que nous leur expliquons que ce n'est pas juste un panier ou un tapis, mais qu'il est fabriqué à partir de tissus de jeans, cela suscite immédiatement une décision d'achat plus consciente. Ils comprennent alors que si j'ai par exemple des chaussures ou des textiles à la maison, je peux venir les donner et ils seront transformés en un beau produit que d'autres pourront acheter. Les pays africains, à l'instar du Kenya, sont souvent les plus touchés par le gaspillage de la fast fashion. Les produits fabriqués par ACT, en plus de témoigner de la créativité des couturières, ajoutent de la valeur à l'économie locale sans nuire à l'environnement. Chaque année, nous importons environ 200 000 tonnes de vêtements d'occasion venant de partout dans le monde au Kenya. Des organisations comme Africa Collect Textile tentent de mettre en place des systèmes de recyclage dans le pays afin de récupérer les vêtements des gens, mais aussi les revendre pour prolonger leur fin de vie. Elles essayent aussi de trouver des solutions de recyclage pour ces vêtements. Selon la fondation Ellen MacArthur, une organisation qui œuvre pour la durabilité de la mode, seuls 12% des déchets textiles sont recyclés dans le monde. Seulement 1% sont des vêtements usagés recyclés en nouveaux vêtements. Ceci représente un problème mondial qui nécessite des solutions d'envergure. Pour l'heure, des entreprises comme Africa Collect Textile font de leur mieux pour réduire les déchets textiles. Un monstre glacial s'apprête à semer la détresse au large de l'île britannique de Géorgie du Sud dans l'Atlantique. Il s'agit du plus grand et du plus vieux iceberg au monde. Baptisé A23A, le colosse des glaces menace sérieusement la biodiversité de la région, composée essentiellement de manchots empereurs, d'otaries et d'éléphants de mer. Voyons cela en image avec Vivace Amana. Le titan de glace qui a quitté l'Antarctique depuis quelque temps menace les espèces et espaces sur sa trajectoire. L'iceberg le plus grand et le plus vieux du monde se trouve à 250 km de l'île britannique de Géorgie du Sud dans l'Atlantique. Il pourrait entrer en collision avec l'île et la mettrait en péril, surtout son écosystème et sa biodiversité très riche. Celle-ci est essentiellement composée de manchots empereurs et d'otaries. Les adultes vont dans la mer au large pour aller chercher de la nourriture. Et s'ils doivent aller plus loin, ils vont devoir brûler plus d'énergie. Et les bébés reçoivent moins de nourriture. Et donc, il y a des risques de mortalité plus importantes. Baptisé A23A et de par sa taille stratosphérique, cet iceberg obligerait les milliers d'animaux qui vivent sur l'île au large de l'Argentine à le contourner sur des centaines de kilomètres pour trouver de quoi vivre. Visible depuis la Station spatiale internationale, l'iceberg A23A s'étend sur une superficie de 3500 km², soit 33 fois la ville de Paris ou 3 fois la taille de New York. Il mesure 400 mètres d'épaisseur, dont la grande partie est complètement immergée. Entre 1986 et 2022, il est resté bloqué dans l'Antarctique. Aujourd'hui,
Avec le réchauffement climatique, ce monstre des glaces se déplace plus vite et perd également beaucoup de sa superficie. C'est sur ces images que nous refermons cette édition environnementale. Merci de l'avoir suivi. L'information continue. À très bientôt. Green TV International, we revive the environment.